Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier professeur Belkhader et professeur Ben Abed pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour moi de participer à ce colloque et je suis ravie de partager avec vous le diabète du sujet âgé. On va commencer par définir le diabète du sujet âgé. La définition du diabète, en fait, ne change pas avec l'âge. Euh, pour définir le sujet âgé, l'OMS propose un seuil de 65 ans. Il considère qu'une personne est âgée, c'est la plus de 65 ans. On sait actuellement que cette limite a été repoussée et on considère qu'une personne est âgée, c'est la plus de 75 ans ou c'est la plus de 65 ans avec plusieurs pathologies. Selon l'enquête épidémiologique Stepwise, on se rend compte que c'est dans les tranches d'âge les plus élevées que la prévalence du diabète atteint son maximum, avec 22,7% des femmes et 20% des hommes âgés de plus de 70 ans qui sont diabétiques. La particularité du diabète du sujet âgé, c'est que dans cette population, il y a une haute prévalence des complications dégénératives de diabète, comme il montre ici l'enquête prospective française multicentrique Gérodiab, qui a concerné plus de 900 patients diabétiques âgés. Et à ces complications dégénératives de diabète s'associent d'autres complications liées à l'âge et au vieillissement, qui sont les troubles gériatriques, où on voit aussi une prévalence élevée, allant de 26% à 50%. Ça concerne la perte d'autonomie, les troubles cognitifs, la dépression et la dénutrition. Donc, lorsqu'on parle d'un diabète des sujets âgés, alors nous avons une prévalence élevée de diabète dans cette population par rapport aux patients plus jeunes. Et le diabète dans cette population s'associe à une mortalité plus élevée. Il s'associe aussi à un haut risque de complications, que ce soit dégénératives liées au diabète, mais aussi aux complications gériatriques. Et d'autre part, nous avons très peu d'études, un manque de données. On sait que le sujet diabétique âgé, surtout lorsqu'il est fragile et malade, il était toujours exclu des essais contrôlés randomisés. Et cette population est aussi caractérisée par une grande hétérogénéité, dans le sens où pour un même âge chronologique, on peut être devant une personne qui a bien réussi son vieillissement, qui est autonome, actif, comme on peut être devant une personne très malade, grabataire et dépendante. Donc, on ne parle pas dans ce cas d'une intervention standardisée, mais plutôt d'une prise en charge personnalisée qui va prendre en considération plusieurs facteurs. Alors, notre prise en charge personnalisée du patient diabétique âgé, on va l'organiser en 3 étapes. Tout d'abord, l'évaluation du patient diabétique âgé, la définition des objectifs thérapeutiques, et puis la prise en charge thérapeutique. Alors, pour la première étape qui est l'évaluation des patients diabétiques âgés, elle doit concerner l'évaluation gérontologique, le dépistage des complications du diabète, ainsi que le typage du diabète. Alors, pour l'évaluation gérontologique globale, c'est la première étape et c'est l'étape fondamentale de la prise en charge. Ça ne nécessite pas forcément une expertise gériatrique, ce n'est pas assez compliqué. Il suffit d'utiliser des grilles validées pour explorer différents paramètres comme la cognition, la fragilité, la nutrition et l'autonomie. Par exemple, pour repérer une fragilité, l'échelle la plus utilisée, c'est l'échelle de Fred, et une personne est considérée comme fragile, c'est elle associe 3 critères parmi les 5, une marche lente, une perte de poids, une asthénie, une diminution de l'activité physique ou une faiblesse musculaire.
Le dépistage de la dénutrition aussi repose sur un score qui est simple et le sujet est dénutri s'il a un seul critère parmi les critères suivants qui sont une perte de poids plus de 5% en un mois ou plus de 10% en 6 mois, à condition que cette perte de poids soit involontaire, un IMC moins de 21 kg, une albuminémie moins de 35 ou un score global moins de 17 sur 30. L'autonomie est évaluée par l'échelle de l'évaluation des activités de la vie quotidienne, comme l'hygiène corporelle, la continence, les repas, l'habillage, etc. Il faut évaluer aussi l'état cognitif et la dépression par des scores validés. Alors, au bout de cette évaluation gérontologique, on peut classer notre patient diabétique âgé en 3 sont considérées en bonne santé les personnes âgées diabétiques qui ne présentent pas de comorbidité ou qui ont de maladies chroniques non liées au diabète sans altération de l'autonomie, c'est important. Par contre, ils sont considérés en mauvais état de santé ou en état de santé détérioré les patients qui ont une maladie évoluée limitant son espérance de vie, une démence modérée ou sévère, une altération de l'autonomie et les personnes qui résident en maison d'hébergement des personnes âgées. Entre les deux, nous avons la situation intermédiaire, les personnes âgées avec état de santé intermédiaire, anciennement appelées les personnes fragiles. Ce sont des personnes qui présentent 3 maladies chroniques non liées au diabète avec altération cognitive ou une altération minime de l'autonomie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette évaluation gérontologique globale est le socle de la prise en charge de toute personne diabétique âgée. Sur cette étape, on va se baser pour fixer des objectifs individualisés et personnalisés. Cette étape, elle permet la prévention de la perte d'autonomie. Elle doit être réalisée au moment de la première consultation et puis régulièrement lors des suivis, sur les 6 à 12 mois, et puis à l'occasion de n'importe quel épisode aigu parce que cette personne diabétique peut basculer d'une catégorie à une autre. Le dépistage des complications dégénératives de diabète s'impose. On a déjà parlé de la prévalence particulièrement élevée de ces complications, surtout en ce qui concerne la rétinopathie diabétique et concerne la 4e cause de baisse d'acuité visuelle. Et cette baisse d'acuité est considérée comme un facteur majeur de perte d'autonomie, de morbidité, de dépression. Ça complique vraiment la prise en charge thérapeutique. La néphropathie est aussi fréquente. Ce qui est particulier chez les personnes âgées, c'est qu'il peut être associé à une néphropathie interstitielle ou à une néphroangiosclérose du foie, à une uropathie obstructive. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une échographie rénale. L'insuffisance cardiaque aussi est fréquente et est une cause importante de mortalité chez les personnes diabétiques âgées. Et puis, les complications podologiques à dépister aussi, parce qu'on sait que les 3/4 des amputations concernent les diabétiques âgés. Pour ce qui est de type de diabète chez cette population, bien sûr, c'est le type 2 qui est le plus fréquent, mais lorsque la présentation est atypique ou devant un déséquilibre rapide ou installation brutale, il ne faut pas passer à côté des causes pancréatiques. Après cette évaluation initiale, il convient de définir des objectifs thérapeutiques. Alors, pour définir les objectifs, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la relation entre hémoglobine glyquée et mortalité. C'était parmi les leçons importantes de l'enquête Girodiab qui a montré une relation étroite entre survie et taux d'hémoglobine glyquée, dans le sens où les patients qui ont une hémoglobine glyquée plus de 8,6%, ils avaient une survie détériorée par rapport aux patients diabétiques âgés mieux équilibrés avec un taux d'hémoglobine glyquée moins de 8,6%. Autrement dit, ce taux plus de 8,6% était un prédicteur de mortalité dans cette étude. Alors, ce qu'il faut prendre en considération aussi, c'est l'hypoglycémie et la particularité de l'hypoglycémie chez cette population. Alors, selon la même étude, 33,6% des patients diabétiques âgés
rapporté une hypoglycémie dans le semestre qui a précédé l'inclusion. Il s'agissait d'une hypoglycémie modérée dans 29,3% des cas et sévère dans 3,3% des cas. Pour les facteurs de risque de ces hypoglycémies, ce sont des facteurs de risque habituels comme la durée de diabète, la présence de complications dégénératives et aussi le traitement par insuline, sulfamide ou glycine. Par contre, ce qui est particulier, c'est que ces hypoglycémies avaient une présentation atypique, un tableau souvent neurologique ou psychiatrique. Des fois, c'est difficile à repérer chez une personne qui a déjà des troubles cognitifs. Les hypoglycémies sont aussi silencieuses chez les personnes diabétiques âgées, surtout lorsqu'il survient la nuit. Et puis, le retentissement de ces hypoglycémies sur l'état cognitif et la mortalité a été très bien démontré. Donc, on peut dire que, mis à part la fréquence, ces hypoglycémies sont graves et sous-estimées chez cette population. Donc, pour définir un objectif glycémique, c'est un vrai challenge. Il faut pas négliger l'équilibre glycémique. Nous avons parlé de la relation de l'hémoglobine glyquée avec la mortalité d'une part, et d'autre part, il ne faut pas sous-estimer le risque d'hypoglycémie particulièrement sérieux chez cette population. Alors, les recommandations internationales des différentes sociétés insiste sur la nécessité de définir les objectifs en fonction de la présentation clinique, en fonction de la gérontologique. Alors, pour l'ADA, il propose un seuil moins de 7, 7,5 pour les personnes en bonne santé, moins de 8 pour les personnes avec une situation intermédiaire et pour les personnes avec un état de santé détérioré, il suffit de ne pas avoir une hypoglycémie et de ne pas avoir une hyperglycémie symptomatique. Alors, la prise de position SFD 2021, qu'est-ce qu'elle ajoute? Alors, tout d'abord, comme l'ADA, c'est une définition des objectifs en fonction de la présentation clinique, mais la SFD ajoute la définition d'une borne inférieure pour les personnes qui sont à risque d'hypoglycémie, c'est-à-dire qui sont sous sulfamide, insuline ou glycine, d'une part, et d'autre part, pour les personnes qui sont en situation détériorée, l'objectif il est différent, il est inférieur à 9% avec une borne inférieure à 8 chez les personnes à risque d'hypoglycémie. Alors, pour la Société européenne d'endocrinologie, ben, la même chose, la seule différence, c'est ça concerne les personnes catégorie 3, c'est-à-dire les personnes avec état de santé détérioré. Il opte plutôt pour un objectif d'hémoglobine glyquée moins de 8,5% avec une borne inférieure à 8 chez les personnes à risque d'hypoglycémie. Après les objectifs thérapeutiques, on arrive à la prise en charge thérapeutique avec ces 3 volets. Et commençons par le premier volet diététique. L'objectif, c'est vrai, il est différent des personnes plus jeunes, dans le sens où la dénutrition est fréquente chez la population âgée. Donc, la priorité principale, c'est le dépistage et le traitement de cette dénutrition. Il est recommandé chez le sujet d'unité de fractionner l'alimentation, de prendre les compléments nutritionnels oraux, de renforcer l'apport protéique qui doit se situer entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo par jour. En pratique quotidienne, on recommande 3 repas par jour avec 1 ou 2 collations. Il faut insister sur la prise des boissons. Surtout pas dépasser plus de 2 heures de jeûne. Il ne faut pas aussi culpabiliser la personne diabétique âgée. Il n'y a pas d'interdit, mais plutôt de recommandations individualisées et personnalisées. Et pour arriver à ces objectifs, on sait que l'implication de l'entourage est fondamentale. Pour l'activité physique, c'est important. Ça ne concerne pas que les sujets plus jeunes, mais l'activité est surtout importante pour la personne âgée, pour son équilibre, pour l'autonomie, pour la qualité de vie. Alors, le message le plus important ici, c'est que lorsqu'on est devant une personne âgée inactive qui ne fait aucune activité, il ne faut pas conclure qu'il est incapable de faire l'activité physique, mais plutôt
se poser la question pourquoi il ne fait pas et proposer surtout une activité physique adaptée en fonction de ses limites, en fonction de ses préférences, en fonction de ses comorbidités associées, de ses syndromes gériatriques, etc. Dans cette publication intéressante, alors les auteurs, ils ont étudié les différentes postures de la prière, ils ont mesuré l'amplitude des mouvements au niveau de chaque articulation au moment de la prière, et ils concluent comme quoi les postures de la prière aident à maintenir l'équilibre, améliorent la flexibilité, la force musculaire et l'endurance. Et c'est l'objectif chez les personnes diabétiques âgées. Maintenant, si on propose 30 minutes d'exercice léger, 12 raka peut répondre à cet objectif. En plus de ça, ça convient à tous les âges et toutes les conditions. Maintenant, on arrive au traitement médicamenteux. Les 3 classes les plus recommandées chez les personnes diabétiques âgées sont la metformine, les inhibiteurs de DPP4 et l'insuline basale. Par contre, les sulfamides et les glinides sont à éviter en raison des risques hypoglycémiques particulièrement plus sérieux. Pour les agonistes de récepteurs de GLP1 et les inhibiteurs de SGLT2, ce qu'on peut dire, c'est que le rapport bénéfice-risque n'a pas été bien suffisamment évalué et on sait pourquoi. Et avec les agonistes, nous avons souvent un problème de troubles digestifs qui peuvent aggraver une dénutrition. Avec les inhibiteurs de SGLT2, nous avons une polyurie qui peut être responsable d'une hypovolémie, d'une déshydratation. Ça peut aggraver une hypotension. Ça favorise aussi les chutes. Cependant, la prescription peut être proposée chez une minorité des patients diabétiques âgés qui présentent un bon état de santé avec une maladie cardiovasculaire établie, une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique. Alors, pour conclure et pour simplifier la stratégie thérapeutique, on peut considérer les personnes âgées diabétiques en bonne santé comme des personnes plus jeunes, c'est-à-dire qu'on peut proposer les mêmes recommandations que les sujets plus jeunes. Par contre, pour les personnes catégorie 2 ou 3, c'est un choix entre 3 options thérapeutiques. La metformine, c'est toujours en première ligne, sous réserve d'un bon respect des contre-indications. Si l'objectif d'hémoglobine glyquée n'est pas à la cible, le choix portera sur un inhibiteur de DPP4 qui présente un excellent profil de tolérance. Et puis, si l'objectif n'est pas atteint, on va instaurer une insuline basale de préférence, une insuline lente de 2e génération. Et je vous remercie.